te remercie de m'accueillir aujourd'hui pour ce petit échange, cet entretien en live. Bonjour Eric aussi. Je suis ravi donc de t'accueillir. Donc nous allons aborder ensemble plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Mais dans un premier temps, j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter, me dire un peu donc qui tu es, quel est ton parcours aussi professionnel et ce que tu fais actuellement. Écoute, d'abord, je suis belge, ça tu le sais, mais il faut le dire, parce que je suis kinésithérapeute depuis 1971, 71 pour vous, donc ça fait longtemps. Je suis également sophrologue depuis maintenant plus de 40 ans. J'ai été formé par le docteur Henri Beaune. Et en fait, je suis kinésithérapeute et sophrologue. Pourquoi? Parce que je suis un ancien sportif aussi. Je suis un ancien basketteur, joueur de basket, ancien coach de basketball. Et c'est le sport qui m'a amené à faire la kinésithérapie et la sophrologie. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Et dans ces deux disciplines-là, j'ai fait pas mal de formations complémentaires et j'ai plusieurs activités, évidemment, qui rassemblent, je dirais, mes compétences de kinésithérapeute du sport et de sophrologue du sport. Voilà, en quelques mots. Oui, en fait, voilà, je suis formateur à l'école belge de sophrologie fondamentale et de relaxation depuis maintenant 23 ans. Je suis aussi formateur au centre de formation des sophrologues professionnels de Normandie à Rouen et à Caen chez Richard Esposito, où j'interviens justement pour la sophrologie et le sport. Je suis également formateur à l'Université libre de Bruxelles pour un certificat d'université qui traite sur l'hypnose thérapeutique, où j'ai le droit d'avoir un week-end complet sur sophrologie et hypnose. Et je suis également formateur, entre autres, au CREA, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'études appliquées de la Haute École libre de Bruxelles. Il y a Prigogine, qui forme des paramédicaux, kinésithérapeutes, etc., où je donne avec le docteur Draps une formation sur l'approche plutôt sophrologie et milieu médical en général. Voilà, en quelques mots. Et je donne des formations aussi à des entraîneurs sportifs, voire même à des arbitres de rugby aussi, ce qui est assez rare en Belgique parce que le rugby est beaucoup moins pratiqué qu'en France. Oui, c'est-à-dire que je travaille avec pas mal de sportifs dans différents sports. Je suis essentiellement, on va dire, connu, peut-être reconnu, je n'en sais rien, dans le domaine du tennis. Je suis aussi fort actif dans le sport mécanique parce que j'ai travaillé avec des pilotes de moto, des pilotes de voiture. J'ai préparé des pilotes pour le fameux Paris-Dakar à l'époque et maintenant le Dakar, avec des escrimeurs, avec plein de sportifs de haut niveau dans de multiples sports, mais qui sont essentiellement, comme par hasard, des sports individuels. Ceci dit, je travaille avec des joueurs de football aussi, des joueurs de hockey sur gazon également, mais principalement aussi avec des gardiens de but. C'est assez amusant, mais qui ont un rôle assez particulier au sein de l'équipe, qui est presque un sport individuel au sein d'une équipe, en quelque sorte. Donc voilà, j'ai pas mal de sports différents, de sportifs différents, et je dirais qu'ils sont tous de haut niveau, parce que le haut niveau, c'est quoi? Le haut niveau, c'est par rapport à soi-même. C'est pas parce qu'on n'est pas une star ou une vedette internationalement reconnue, il y en a bien sûr, qu'on n'est pas dans son haut niveau. Si on décide d'améliorer son potentiel, de se donner tous les moyens pour y parvenir, j'estime qu'on est un sportif de haut niveau. Mais je pense que la première raison, c'est la demande des sportifs. Donc ça, c'est déjà une chose, et ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est qu'effectivement, quand on est connu dans un sport, plus particulièrement, mais fatalement, le bouche à oreille fonctionne, et donc on a plus de facilité de développer son activité dans ce sport-là. Mais ce n'est pas un a priori du tout au départ, parce que, chose très curieuse, alors que je suis un basketteur de formation, coach de basketball de formation, j'ai travaillé très peu avec des joueurs de basket. J'ai travaillé beaucoup, par contre, avec des staffs d'une équipe de basketball, mais avec des joueurs de basket, c'est très, très rare, c'est exceptionnel même. Donc, je pense que c'est le bouche à oreille qui fait qu'on développe son activité dans tel ou tel sport, mais c'est vrai que la majeure partie des sportifs qui viennent chez moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, font partie de sports individuels. Ça, je crois que c'est une constante, en tout cas. D'accord.
J'aime beaucoup ta question parce qu'elle englobe tout, c'est-à-dire le sport, mais même aussi le domaine extrasportif, parce que c'est finalement la même chose. Alors, moi, je pense qu'il est essentiel de connaître le contexte dans lequel vont se passer les choses, dans lequel vont se vivre les situations pour lesquelles on va préparer, dans ce cas-ci, le sportif, mais aussi dans d'autres domaines que le domaine du sport. Donc, je pense qu'il n'est pas important d'avoir pratiqué le sport. C'est pas du tout essentiel. Mais il est essentiel, par contre, de connaître comment se déroule, par exemple, une compétition de tennis, une compétition de golf, un match de football. Quelles sont, par exemple, les durées de temps de jeu effectifs, quelles sont les durées des temps morts, etc., etc. Donc, je pense qu'il est vraiment important de se renseigner sur le contexte et l'environnement du sport et du sportif avec lequel on va travailler, ou plutôt exactement l'accompagner. Ça, c'est essentiel. Maintenant, on n'est pas du tout obligé d'avoir pratiqué ce sport-là et d'être même un fan de ce sport-là. Pas du tout, mais il faut bien connaître le contexte de la situation parce que pour moi, et je ne suis pas le seul à le dire, l'entraînement sophrologique ou mental et sauf par la sophrologie, c'est un entraînement situationnel global. Donc, il faut connaître la situation et le contexte global de ce pourquoi et vers quoi on veut accompagner le sportif ou toute autre personne d'ailleurs en dehors du domaine sportif. Oui, je pense que de toute façon, l'accompagnement, que ce soit dans ton domaine ou dans le domaine sportif, parce qu'il y a beaucoup de points communs fatalement, c'est de se rapprocher le plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de la situation vers laquelle on veut amener le sportif ou l'autre personne. Et donc, la mise en situation réelle ou la plus proche possible de la réalité, par exemple, de la compétition lors des entraînements, je pense que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, selon moi, et je dis selon nous parce que je ne suis pas le seul à le penser, en tout cas avec ceux avec qui je travaille, c'est de se rapprocher le plus de la situation réelle de la compétition et de mettre en situation réelle, si possible, lors des entraînements, de manière globale, le sportif ou la personne. Je pense que c'est vraiment capital parce que si on apprend, par exemple, tu le sais mieux que moi, à conduire dans le parking d'une grande surface, c'est très bien, on va pouvoir se garer, on va pouvoir changer les vitesses et tout, mais si on n'est pas dans le trafic et qu'on n'a pas pris un rond-point comme il faut, je pense que ça va être très compliqué de pouvoir s'intégrer au trafic. C'est la même chose en compétition. Je pense que c'est exactement la même chose. Si on ne met pas le sportif en situation le plus proche possible de la réalité de l'objectif que l'on poursuit, c'est-à-dire la gestion d'une compétition, mais on passe à côté. Et donc, pour moi, c'est vraiment éviter le saucissonnage des choses, éviter de faire l'entraînement mental ici, l'entraînement physique là, l'entraînement technique là, et tactique qui devrait rassembler l'ensemble. C'est compliqué si on n'a pas mis ça de manière globale en situation pour justement pouvoir exprimer la tactique, c'est-à-dire comment conduire ma voiture, par exemple, en situation de trafic important. Je pense que c'est un peu ça. Mais la préparation, c'est tout un cheminement, et moi, je préfère le terme de l'entraînement, qui est tout un cheminement. Parce que préparation, ça voudrait un petit peu dire, voilà, on prépare une recette, boum, c'est fait, et on a préparé. Non, je pense que c'est plus que ça. Il y a une partie de préparation, bien sûr, mais il y a surtout une partie importante et qui est essentielle, c'est l'entraînement situationnel global, j'en ai déjà parlé. C'est cette notion d'entraînement. Si on n'arrive pas à cette notion d'entraînement, on n'avance pas, on ne progresse pas, même si on a tous les éléments, on ne les met pas en situation. Donc, on ne crée pas des modèles internes au niveau cérébral qui pourront être réutilisés en situation réelle de compétition ou toute autre situation, pourrait-on dire, stressante ou anxiogène. Donc, la notion d'entraînement, pour moi, elle prime sur la notion de préparation. Et dans cette notion d'entraînement, tu viens de parler d'Émeric Guyot, et tu m'as donc suggéré de parler déjà un petit peu peut-être d'imagerie mentale, d'imagerie motrice, ben oui, c'est vraiment un outil essentiel de pouvoir s'imaginer des situations que l'on va pouvoir entraîner mentalement grâce à l'imagerie externe, visualisation externe ou interne et imagerie motrice, donc des répétitions motrices, de séquences, de situations globales qui vont permettre de pouvoir activer, réactiver, voire faire développer certains réseaux, certains modèles internes qui seront utiles en situation réelle. Et là, en sophrologie, on a déjà des techniques et des pratiques qui sont vraiment
très efficaces, comme la sophroacceptation progressive, la SAP, ou toutes les méthodes de futuration positive. Donc, je pense que vraiment, dans la préparation mentale et dans la sophrologie, tout l'aspect des visualisations, des images, de l'imagerie au sens large, a toute sa place et vraiment de plus en plus. Et je pense qu'il a cité vraiment un des grands noms en France et même, on peut dire, en Europe, c'est Émeric Guyot. Et j'ai la chance, effectivement, d'avoir des contacts assez réguliers avec lui. J'en ai encore un ici, probablement la semaine prochaine. Et donc, on partage nos expériences parce que c'est prouvé scientifiquement maintenant que ça fonctionne. Et ça, c'est grâce à des travaux comme Émeric Guyot fait et d'autres. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Et la vérification sur le terrain par des gens comme nous qui utilisons ça sur le terrain de manière parfois, au départ en tout cas, de manière un peu empirique. Mais tout ça se vérifie et c'est vérifié comme étant une réalité qui fonctionne. Et donc à utiliser sans modération, oserais-je dire. La perception, c'est Alain Berthoz du Collège de France, voilà, tout à fait. qui est quelqu'un de remarquable, évidemment. D'ailleurs, pour rentrer au Collège de France, il faut déjà être remarquable et avoir été remarqué. Donc voilà, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que pour lui, il y a même la perception est déjà l'action. Et donc, il a créé ce néologisme qu'il a appelé la perception. Et c'est à mon avis là qu'on trouve la différence entre le top niveau, le tout haut niveau, et ceux qui sont déjà d'un excellent niveau. Les joueurs de foot qui vont agir plus rapidement que les autres, c'est ceux justement qui sont dans la perception. Et moi, je prétends, et dans tous les sports, que ce soit au football, que ce soit au tennis et dans d'autres sports, tous les joueurs professionnels de football sont capables de faire tout ce que Mbappé est capable de faire ou Messi est capable de faire. Tous. Techniquement, ils ont la possibilité de le faire. La différence qu'il y a, c'est que les gens que j'ai cités, et il y en a d'autres, font la même chose, mais 3 fois plus vite. La prise de décision, elle est la plus rapide. Et donc, ils gagnent du temps et ils jouent 3 fois plus vite que les autres. Même chose au tennis. C'est la rapidité d'action, et je ne parle même pas de réaction. On pourrait dire de perception, pour paraphraser Alain Berthoz, qui fait qu'il joue plus vite. Et donc, malheureusement pour le gars qui est en face, on a l'impression qu'il ne joue pas bien, ce qui est faux. Il sait très bien jouer au tennis, mais comme il joue un peu moins vite, il perd du temps et l'autre gagne du temps, donc il va gagner le point, 9 chances sur 10. C'est vraiment ça. On va dire, il lit bien le service de l'autre, il lit bien, il a un retour fantastique. Ben oui, bien sûr, ils perçoivent et ils sont déjà dans l'action. La perception est déjà l'action. Je pense que comme pour tout, on a un potentiel de départ qui fait qu'on peut arriver à atteindre à ce genre de phénomène, alors que si on n'a pas ce potentiel de départ, je crains fort qu'on n'y arrivera jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer ou diminuer, plus exactement, le temps de réaction. Ça oui, ça on peut le diminuer, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est comme pour tout, et je pense que tu dois le voir dans le cadre de ta profession aussi. Il y a des gens qui ont une habileté nettement plus rapide que d'autres pour conduire la voiture, déjà le schéma corporel, l'orientation dans l'espace, enfin, etc., etc. Donc, on a un potentiel de départ, des capacités de base qui font qu'on peut probablement atteindre ce niveau ou s'en rapprocher. Et donc, parce qu'on peut diminuer très, 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 très fort ce temps de réaction par des répétitions probablement de situations, de mise en situation, je n'aime pas trop le terme d'automatisation, des réseaux en tout cas qui sont activés, mais je pense que pour ceux qui atteignent la perception, et ça c'est assez propre au très haut niveau, et Émeric Guyot a mis ça en évidence d'ailleurs, c'est que en fait le sportif, on va dire l'excellent sportif, mais pas le super crack, mais il va avoir des réseaux qui vont être activés alors qu'ils ne sont pas utiles, même s'ils ne sont pas fort activés. Parce que le cerveau fonctionne par inhibition, désinhibition. C'est vraiment comme ça, pour faire simple. Le joueur qui est probablement dans la perception, lui, il active que le réseau utile à l'action, immédiatement. Et il ne passe pas par tous ces schémas, même si ça prend très peu de temps. Il ne passe pas par tous les autres réseaux. Et donc, alors, est-ce qu'on peut y arriver
Ça, je ne peux pas te répondre. Je pense qu'on peut s'en rapprocher assez fort, mais je pense qu'il y a effectivement des capacités de départ qui sont là et qui sont à développer, bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la perception qu'on ne peut pas être un bon joueur. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, une des clés, en tout cas, si on veut améliorer l'apprentissage, disons rendre l'apprentissage, par exemple, d'un geste, tu parlais tout à l'heure d'un geste technique, un geste sportif. D'abord, c'est quoi un bon geste sportif? Pour moi, c'est un geste qui est efficace, qui est en phase avec la coordination innée du sportif, mais c'est un geste efficace. Ce n'est pas nécessairement un beau geste. C'est ça la grosse différence aussi. Un bon geste sportif, c'est un geste efficace. C'est tout. Donc, le ressenti est se ramener dans les sensations du mouvement, sentir les choses. Tu l'as dit toi-même, on sent, je sens tel candidat. Donc, je dirais que le mot sentir dans tous les sens du terme, sans jeu de mots, là, c'est vraiment important. C'est dans les sensations, mais aussi dans les perceptions et dans les ressentis de finalement quel est le contexte dans lequel ça se passe, quelle est la situation. On est de nouveau là. Et ça veut dire que pour nous, l'entraînement situationnel, c'est-à-dire dans le contexte ou le plus proche possible du contexte réel, c'est essentiel. Et c'est en créant ces répétitions de vécu conscient, entre guillemets, que l'on va pouvoir créer sa boîte à outils, d'une certaine manière, et son propre, son capital expérience vécue, qui fera que, en situation, on va pouvoir le libérer et libérer ces schémas internes qu'on aura créés, ces perceptions que l'on aura déjà vécues, et en se disant, tiens, là, je ressens ça parce que j'ai déjà vécu ça, de manière consciente ou inconsciente, mais c'est quand même ancré dans notre mémoire quelque part. J'ai vécu ce genre de situation, donc vraisemblablement, ça risque d'être ça, mais en laissant quand même la porte ouverte au fait qu'on peut se tromper. Donc, attention, ne tombons pas non plus, et ça, la sophro nous aide quand même, d'éviter de tomber dans des a priori et dans des croyances qui seraient limitantes dans ces cas-là, voire qui seraient mettre les gens dans des cases alors qu'elles ne sont pas les bonnes. Et ça, c'est valable aussi pour les sportifs. C'est de garder cet esprit d'ouverture qui est quand même pas spécifique, mais quand même propre à l'attitude sophrologique telle que nous la connaissons. Alors, première chose, personnellement, mais je ne suis pas du tout contre, au contraire, la cohérence cardiaque, je ne pratique pas du tout, mais bon, ça c'est personnel. Par contre, tu parles de boîte à outils, je suis entièrement d'accord avec toi, et Caicedo nous a donné une fantastique boîte à outils, en faisant un mixage extraordinaire d'un tas de choses, finalement, qu'il a été prendre à gauche et à droite, en Occident, en Orient, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un élément dont il faut absolument tenir compte quand nous parlons de sophrologie, c'est l'attitude sophrologique basée sur les principes de base, les 4 principes: activation du positif, intégration du schéma corporel comme réalité vécue, principe de réalité objective et principe d'adaptabilité. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ça présent à l'esprit, en sachant aussi que c'est inspiré de, mais très loin, il ne faut pas rêver non plus de l'attitude phénoménologique, qui pourrait-on dire ici tout simplement revenir à l'essence même des choses et éviter les a priori, voire certaines croyances, même si on ne les évitera jamais. Ils se présentent à nous, mais au moins on en prendra conscience et on les mettra de côté. Et donc, c'est l'attitude sophrologique qui, pour moi, est vraiment l'originalité de la sophrologie. Tout le reste, ce sont des techniques, toutes intéressantes, toutes utiles, et qui fonctionnent toutes, mais pas toujours. Ça dépend si elles sont adaptées à la personne, à la demande, à la situation et au moment où tout cela se passe. Donc, il n'y a pas de panacée universelle, et l'art du sophrologue ou de l'entraîneur mental ou du préparateur mental, si on préfère, sera de choisir à quel moment, dans la réalité objective de la situation, du contexte, je vais utiliser telle ou telle approche. Mais pour moi, en tout cas, les autres méthodes, qu'elles soient simplement la relaxation progressive de Jacobson, la relaxation différentielle de Jacobson, le training autogène de Schultz, voire d'autres méthodes, peu importe lesquelles, l'eutonie, etc., elles sont toutes intéressantes,
Mais il y a une chose qui va se passer chaque fois, c'est que si on a été formé en sophrologie, toutes ces méthodes seront pratiquées avec l'attitude sophrologique. Et donc, nous avons une dimension peut-être, sans être prétentieux du tout, c'est pas ça du tout, mais on a une façon de voir les choses, de vivre les choses qui est un peu différente, dans la manière certainement d'accueillir la personne, de vivre le contexte et la situation, et probablement de faire passer telle ou telle technique, autre que des techniques purement sophro. Alors ça aussi, c'est une très bonne question parce qu'on aura les trois situations de toute façon. Donc, il faut savoir qu'on risque de les avoir. La meilleure situation, c'est le sportif lui-même, si on parle de sportif, qui va me contacter, nous contacter parce qu'il a une demande particulière, etc. Le problème, c'est que bien souvent, et ça c'est dommage, le sportif viendra quand il a un problème. Voilà. Et donc, il nous demande d'être, entre guillemets, thérapeute de quelque chose. Ça, c'est un peu dommage. Alors que, et ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, donc ça, c'est... Mais souvent, on n'est pas là pour l'entraîner, on est là pour guérir, entre guillemets, le guérir, je dis bien guérir, entre guillemets, de son stress. Alors que ce serait intéressant qu'il vienne chez nous en disant, voilà, j'ai envie de renforcer ce qui marche déjà bien. Et j'ai eu un joueur comme ça qui était dans le top 50 à l'ATP, qui est venu avec son entraîneur. C'était la demande de son entraîneur. Il est venu avec lui et l'entraîneur physique. Et il me dit la première chose, écoute, moi j'ai un très bon mental. J'ai dit, ça c'est la meilleure des nouvelles. Parce que si tu as un très bon mental, on pourra faire vraiment encore peut-être quelque chose d'encore plus fort, hein, probablement. Parce que de nouveau, on part aussi d'un potentiel de départ. Nous ne faisons pas de miracle, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont faits pour la compétition, d'autres qui ne sont pas faits pour la compétition. Et ça, on peut faire ce qu'on veut et ça ne marchera pas. Donc, la meilleure chose, c'est que le sportif, la démarche vienne de lui. Avec ce petit bémol, c'est qu'elle se fera souvent parce qu'il a un problème. Ça, c'est dommage. Deuxième situation, c'est l'entraîneur qui demande de venir. Le cas que je viens d'expliquer, c'est l'entraîneur qui vient, mais heureusement, le bémol dans l'autre sens, c'est que le gars me dit, j'ai un bon mental, super. Et donc, finalement, lui était motivé parce que c'est un vrai pro. Et si on lui dit que ça peut lui faire du bien, s'il peut gagner ne fût-ce qu'un demi%, c'est énorme quand on est au top niveau, parce qu'un demi%, ça fait une différence énorme peut-être. Hein. Et donc, voilà, ça c'est le deuxième cas de figure. Le problème, c'est que bien souvent, c'est l'entraîneur qui va l'envoyer ou les gens qui accompagnent le sportif ou la personne qui vont dire « va voir un tel ou un tel, ça va te faire du bien, etc. » Ça, c'est un piège parce que souvent, la motivation n'est pas là, évidemment. C'est presque une obligation, entre guillemets. Et là, c'est plus compliqué déjà. Donc là, il faudra trouver le moyen pour être très concret immédiatement et comment donner immédiatement à cette personne qui est très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, un outil ou des outils qui va pouvoir expérimenter très rapidement et peut-être se rendre compte que ça amène certains effets positifs. Donc ça, c'est tout l'art de l'accompagnement, mais ça, tu le sens, tu l'as dit tout à l'heure, on sent, eh bien, c'est la même chose. Donc c'est trouver immédiatement, si possible, quelque chose qui va pouvoir lui parler. Et ça, c'est imprévisible au départ, on n'en sait rien. C'est en fonction du moment, de nouveau, c'est en fonction de la rencontre et de nouveau de la situation. Donc ça, je ne sais pas, je ne peux pas donner de conseils, si ce n'est d'aller assez rapidement sur quand même une prise de conscience des effets de la respiration. Parce que ça, c'est quelque chose qui est utilisable rapidement et si la personne perçoit un effet dans un sens ou dans l'autre de l'expiration, de l'inspiration, voire des deux, ça peut déjà être intéressant. Donc, la respiration, je pense, est quand même une voie d'entrée assez rapide à mettre en place et surtout facile à mettre en place en situation réelle. Autre situation aussi, et c'est encore différent, c'est la troisième, et là je l'ai connue par exemple à l'Association francophone de tennis en Belgique, qui est donc l'aile francophone de la Fédération royale belge de tennis, où j'ai travaillé 4 ans. Là j'avais des groupes de 14h à 20h, donc c'était au sport-études, où j'avais tous les meilleurs Belges francophones de 12 à 18 ans. Et là, ils étaient obligés
en groupe de suivre des séances d'entraînement mental qui duraient à peu près 1 heure et demie. Et c'était assez amusant parce qu'ils étaient de très bonne composition, mais là-dedans, effectivement, il y en avait qui étaient très motivés, d'autres moins, et d'autres qui n'en avaient rien à cirer. Mais ça, c'est partout. Dans tous les groupes, c'est comme ça. Mais ça se passait finalement très bien. Et donc, ça, c'est encore une situation, un troisième type de situation où ça fait partie d'un paquet global, je vais dire, de l'entraînement. Ils avaient donc entraînement, on va dire, tennistique, avec technique, etc., tactique, entraînement physique et entraînement mental, tout ça étant, entre guillemets, obligatoire, ça faisait partie d'un ensemble. Donc, ces trois situations que je peux identifier qui sont un peu différentes et situations en individuel aussi ou en groupe, ce qui est encore différent, effectivement, parce que dans le groupe, il y a une dynamique de groupe aussi qui s'installe, dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ceci dit, puisque je parle de groupe, le groupe est très intéressant, surtout quand il s'agit de sport individuel, parce qu'on peut mettre des personnes qui sont dans leur coin en permanence, les mettre ensemble, et là, le niveau, je dirais, du sportif n'a aucune importance, puisqu'ils sont tous ensemble au même niveau par rapport à l'entraînement mental. Et c'est aussi intéressant. Oui, mais je pense que vraiment c'est essentiel. La première chose à laquelle il faut penser, selon moi, c'est de pouvoir utiliser nos techniques, nos pratiques, etc., qu'elles soient sophrologiques ou autres. D'ailleurs, c'était un des objectifs de Jacobson, entre autres. C'est de pouvoir les mettre et les intégrer immédiatement ou le plus vite possible dans les activités quotidiennes. Ça, de toute façon. De nouveau, sinon, ça n'a pas de sens. À quoi ça servirait ? Pour moi, une technique de sophronisation, de relaxation, c'est une parenthèse, certes intéressante, mais c'est une parenthèse. Ce qui compte, c'est de pouvoir intégrer tout ça dans la vie de tous les jours, comment utiliser au mieux, entre guillemets, l'efficience la plus optimale, si je puis dire, de la gestion de mes gestes dans la vie quotidienne, de la gestion de mes gestes quand je fais un geste sportif, de la gestion des temps morts quand j'ai un sport de temps mort, ou aussi, très simplement, de la gestion de comment je m'assieds au volant d'une voiture. La prise de conscience de mes sensations au moment où je prends le volant, plutôt que de le prendre comme ça et de le serrer comme un malade, et de prendre le pommeau du changement de vitesse comme si je devais arracher je ne sais pas quel truc dans un champ. Non, c'est d'arriver déjà à tout de suite intégrer cette gestuelle dans la détente, dans la relaxation, et donc de se rendre compte quand même, parce que la sophrologie est quand même une méthode à médiation corporelle, que si j'agis sur le corps, sur mes sensations et sur le relâchement musculaire, je vais vraisemblablement, même plus que vraisemblablement, avoir un effet au niveau de la détente mentale. Donc, c'est vraiment important de, très rapidement, selon moi, et avec la respiration comme support aussi, de pouvoir amener cette prise de conscience presque instantanée d'un relâchement au moment où je m'assieds, par exemple, au volant de la voiture, au moment où je monte sur le terrain, etc., etc. Et donc, l'objectif pour moi, quand je travaille avec des sportifs, c'est d'amener le sportif à la fois apaisé, mais dynamique, c'est-à-dire de trouver cet équilibre entre l'apaisement et la vigilance et le dynamisme, parce qu'on oppose souvent les uns et les autres, mais ce n'est pas juste. C'est comment arriver apaisé en étant hyper dynamique. Je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, pour revenir, est-ce qu'on a des meilleurs résultats avec des personnes qui viennent pour prévenir? Moi, je ne préviens rien du tout, parce que je n'envisage pas le négatif. Il pourra se produire, mais je ne vais pas le mettre en avant. Au contraire, je vais mettre en avant les capacités du joueur à vivre son geste ou son match le mieux possible, et encore renforcer ça, mais pas lui dire, par exemple, on va faire ça pour éviter que je n'utilise jamais ça. Parce que sinon, c'est là en filigrane derrière, c'est là un peu de manière subliminale, c'est ennuyeux. Donc, c'est plutôt partir de ce que l'on a, d'activer le positif de ce que l'on a, sans envisager nécessairement le négatif. On aura suffisamment le temps d'en parler si ça arrive, si ça se présente. Mais si on a fait un travail de fond au départ, on pourra à ce moment-là cibler l'une ou l'autre technique qui sera plus en rapport avec la demande. Je reviens sur ce que je disais tout au début.
C'est-à-dire, à ce moment-là, peut-être la gestion du stress qui est un peu excessif, ou peu importe, ou l'anxiété, que sais-je. Mais ce n'est pas partir sur ce problème éventuel que le travail ne part pas de là. Un bel exemple aussi par rapport à ça, quand je pose la question à des sportifs, pourquoi tu fais un échauffement? Malheureusement, 50% vont me répondre pour ne pas me blesser. Je dis, mais non, non, ne pense pas à ça. Si tu es un vieux comme moi, il vaut mieux s'échauffer, sinon après 5 minutes, tous mes muscles sont fichus. Ça, c'est clair et net. Mais si tu es un sportif entraîné, tu ne t'échauffes pas pour éviter les blessures. Tu t'échauffes pour être prêt physiquement et mentalement. Donc, c'est se préparer à la situation, encore une fois, à la fois le corps et l'esprit, le corps et le mental. Et donc, cette notion de je m'échauffe pour ne pas me blesser, elle n'est pas juste. Je fais la sophro, je fais des relaxations pour éviter de, je pense qu'elle n'est pas juste non plus. La blessure peut subvenir, l'anxiété, le stress pourra aussi subvenir, mais à ce moment-là, on a des outils. On les a entraînés avant. On a activé le positif. On est en pleine sophro. La personne va aller chercher ses propres ressources qu'on a développées aussi, voilà, qu'elle a Exact, développées. exactement. Et ça lui permettra de réguler aussi, on parle d'émotions beaucoup actuellement, ça lui Oui, permettra de réguler ses émotions aussi, quoi. Il y en aura, exactement. Mais en sachant aussi que les émotions sont tout à fait normales. tout à fait. D'ailleurs, moi, je ne parle jamais de bonnes ou de mauvaises émotions. Je parle d'émotions adaptées ou inadaptées. Voilà, Parce qu'une émotion, elle est toujours bonne, même si elle est désagréable. Pourquoi? Parce qu'on doit la vivre. bien sûr. Il faut l'accepter, il faut l'identifier, mais je pense qu'elle est inadaptée si elle est excessive parce qu'elle n'est plus dans la même temporalité du moment présent. Si je parle d'un souci majeur que j'aurais eu dans le temps et que je suis en train de pleurer, ça n'est plus adapté. Par contre, si j'ai un souci maintenant et que je pleure, ben oui, ben oui. Oui, ben écoute, je ne vais pas rentrer fort dans les détails, mais tu parlais de cohérence cardiaque et la cohérence cardiaque, c'est justement l'équilibre entre les deux. Oui, Hein, on est bien d'accord. Et moi, j'arrive pas en cohérence cardiaque parce que je suis malheureusement contaminé par la sophro. Et donc, je descends dans le parasympathique parce que le parasympathique, c'est celui qui est activé lorsqu'on est en relaxation, en détente, etc. L'orthosympathique, ou le sympathique, c'est celui qui nous permet d'être plus dynamique, plus actif, plus vigilant, etc. Et la cohérence cardiaque, effectivement, c'est arriver à l'équilibre des deux. Tu me contredis tout à si fait, je c'est me trompe. exactement Hein, ça. on est d'accord. Et donc, en sophro, la grosse différence qu'il y a avec la sophro et la cohérence cardiaque, c'est que nous, on va vers on va dire, la stimulation du parasympathique. Alors, la question est, et ça, je n'ai pas la réponse, est-ce qu'on stimule le parasympathique et qu'on inhibe l'orthosympathique, voire les deux? Moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Le fait est que c'est le parasympathique qui, en tout cas, prend le dessus. Mais de quelle manière ce déséquilibre est créé? On n'en sait rien. Enfin, moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est par inhibition de l'ortho? Oui, Est-ce que c'est par stimulation du parasympathique, voire peut-être des deux? Donc, ça, c'est déjà une question importante. Je l'ai déjà posée aussi, mais on n'a pas la réponse. Mais on va essayer de la trouver quand même, parce que ça n'a pas grande importance. Mais c'est en sophro et en relaxation, l'activation, on va dire, du parasympathique. Mais par contre, dans notre désophronisation, dans notre reprise, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons plutôt redynamiser l'orthosympathique et probablement qu'à la sortie de la pratique, de la technique, on sera probablement plus rééquilibré qu'avant. Je dis bien probablement, mais on n'est plus dans le para. On est probablement apaisé et dynamique. Je dis bien probablement. oui, oui. Et donc, Pardon. et donc c'est là que j'insiste sur le fait que pour moi, en tout cas, la pratique est une parenthèse. Ce qui compte pour moi, c'est comment je me sens après la pratique. La pratique aussi, hein, tant mieux si je me sens de manière agréable, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas l'objectif. Bien sûr. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est comment je me sens après. Oui, Tu vois? des Et là, personnes peuvent nous dire j'ai pas trouvé ce moment, tu parlais d'agréable, pas très agréable. Peu oui, importe. Parfois, il faut passer par oui, ces moments qui, voilà, on a conscience de ces moments-là, mais comme bien tu dis, sûr.
Alors, ça aussi, c'est une question importante parce que dans nos croyances, nos a priori, j'en parlais un peu tout à l'heure, nous allons souvent taxer les moments désagréables dans une pratique comme étant négatifs. Mais non, pas nécessairement. C'est pas parce que je vis quelque chose de négatif en imagerie, en pensée, en idée, etc., ou désagréable, que c'est négatif. Pas du tout. C'est perçu comme étant négatif, mais c'est pas pour ça que ce l'est. Tout à fait. C'est très désagréable. Je vais donner un exemple très simple. La douleur, quand on vit une douleur, c'est parfois très désagréable. Mais le nom d'un chien, c'est positif, parce que les maladies les plus graves sont asymptomatiques. On n'a pas de douleur. Et quand on s'en rend compte, c'est souvent un peu tard. Donc, la douleur est un signal positif, mais hyper désagréable. Bien sûr. Et donc, encore une fois, n'ayons pas d'a priori par rapport à ça. Et lorsque l'on prépare, par exemple, en sophro-acceptation progressive, et j'ai eu plusieurs fois le coup, une situation anxiogène, désagréable, appelons ça comme on veut, mais dans le vécu même de la séance, c'est parfois décrit comme étant « ouh, c'était désagréable, j'y étais ». Ben oui, mais qu'est-ce qui compte? C'est comment je vais vivre ça dans la réalité. C'est ça qui m'intéresse. Et là, comme par hasard, bien souvent, ça se vit beaucoup mieux que ce qu'on avait perçu en SAP. Donc voilà. Donc la distinction entre un vécu désagréable, que l'on doit accepter, bien entendu, et que l'on accepte, mais ne pas mettre nécessairement l'étiquette négative sur ce vécu désagréable. C'est pas toujours le stress, souvent les gens définissent le stress comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas du tout négatif. C'est surtout le mauvais stress, le chronique, qui se répéterait, qui ferait en sorte que la personne, bon, je prends des pathologies extrêmes, moi j'ai vécu un syndrome post-traumatique, voilà, là effectivement, c'est pas la même chose. Pas du tout. Par contre, le stress, c'est pas négatif. Ça mais nous pas sert à du quoi, tout. d'ailleurs, le stress? Mais pas du tout. Le stress, sans stress, il n'y a pas de vie. Oui. C'est pas compliqué. On arrive sur Terre, on est stressé. Pourquoi on est stressé? Ben, fatalement, on sort d'un milieu où on était bien protégé, on perçoit même pas la pesanteur, il fait chaud, c'est agréable. On n'est pas encore dans ce monde qu'on ne qualifiera pas, mais bon, qui est celui-là. Et puis tout d'un coup, bouf, on arrive sur Terre. En plus, on nous tape dessus parce qu'on doit respirer. Et on commence la première chose qu'on fait, c'est qu'on hurle et on arrive stressé. Mais quel stress, la naissance? Pour la maman peut-être, mais pour l'enfant. Heureusement, lui, il ne sait pas. Il n'a pas le stress avant l'accouchement parce qu'il ne sait pas. Mais au moment où il le vit, au niveau physiologique, est-ce qu'on a déjà réfléchi on arrive stressé sur la Terre. Et donc, c'est quelque chose d'assez terrible. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est d'abord inspirer. Et la dernière chose qu'on fera sur la Terre, c'est expirer. La respiration est un élément essentiel. On ne fait que ça toute la journée de manière consciente, de manière inconsciente, heureusement, parce que si on devait être conscient des 25 000 fois qu'on respire sur 24 heures, je pense qu'on serait assez épuisé. Ça, c'est une chose en fin de journée. Mais la respiration est notre seule fonction qui est à la fois automatique, heureusement, et aussi volontaire. On peut l'influencer jusqu'à un certain point. C'est ce que nous faisons avec la cohérence cardiaque, avec nos pratiques de sophro, etc. Et donc, c'est un outil fabuleux. C'est quelque chose d'extraordinaire qui, par voie de conséquence, peut influencer, bien sûr, le rythme cardiaque, etc., etc., etc. Donc, c'est une voie d'entrée fantastique, la respiration, qui est vraiment essentielle. Alors, le stress, comme tu disais, il y a le bon et le mauvais stress. Mais quel est le mauvais stress? Pour moi, le stress est indispensable. Indispensable pour avoir un niveau de vigilance suffisant pour être dans l'action. Si je n'ai pas suffisamment de stress, mais qui n'est pas négatif, rassure-toi, ici et maintenant, je serai distrait, je serai moins attentif, ma vigilance ne serait peut-être pas à la hauteur. Et pour moi, il y a deux sortes de mauvais stress, déjà. Et une troisième, j'en parlerai tout de suite. Le mauvais stress pour moi, pour un sportif, c'est l'hyperstress. C'est beaucoup trop stressé, là, il est paralysé, il est tétanisé, enfin bref. Et l'hypostress aussi, parce qu'il n'est pas concerné, il s'en fout. Donc, c'est pas bon non plus.
ils vont traduire ça par ce besoin d'adrénaline, ils ont besoin de ça, etc. Peu importe ce qu'on met comme nom dessus, mais il y a un besoin d'excitation, entre guillemets, nécessaire et suffisant pour être performant. Par contre, le stress, pour moi, qui est pathogène et qui est mauvais, ce n'est pas l'intensité du stress qui fait qu'il est dangereux, c'est la chronicité. Voilà. C'est le stress chronique qui use, c'est le stress chronique qui amène à l'épuisement du sportif, c'est le stress chronique qui amène à l'épuisement au travail, qui amène au burn-out, etc. Et donc, là, on a tout un rôle à jouer, justement, par rapport à ce stress chronique. Et qu'est-ce que c'est que la chronicité? C'est quelque chose qui continue. Qu'est-ce que nous faisons avec nos pratiques de sophro? On casse la chronicité. Et donc, elles ont tout leur intérêt. D'où l'intérêt pour moi d'amener très rapidement les personnes qui viennent s'entraîner, je dis bien s'entraîner à la sophro, c'est d'avoir des pratiques très courtes aussi, des inductions rapides pour pouvoir créer ces petites coupures de récupération globale, physique et mentale. La première partie de la question, est-ce que tout le monde peut pratiquer la sophrologie? Je dirais dans 90% des cas, oui. Les exceptions sont les problèmes, on va dire, d'ordre psychiatrique, etc. Donc là, il ne faut surtout pas s'en mêler. Mais ça, je crois que c'est vraiment important de le savoir quand même, parce que d'abord, pour deux raisons, il y en a deux. C'est que si je parle de ça à mon ami le docteur Henri Beaune, qui est psychiatre, neuropsychiatre, que tu connais, hein, il va te dire que ça ne sert à rien. Ça, c'est le cas le moins dangereux. Hein, au niveau thérapeutique, hein, je parle pas au niveau… ou d'autre part, si on a affaire à des psychotiques, etc. Donc là, c'est même contre-indiqué. Mais ce sont des cas extrêmes. Alors, est-ce que tout le monde peut pratiquer? Moi, je dirais oui. S'il a une motivation, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication formelle. Il y en a une, pour moi, qui est une contre-indication formelle. Et ça, c'est malheureusement pas souvent détectable par les personnes qui vont faire suivre des séances de sophrologue. C'est le sophrologue. C'est le sophrologue qui outrepasserait ses capacités professionnelles, hein, ce qui irait au-delà de ce qu'il peut faire, et notamment tous ceux qui se prennent pour des thérapeutes, des psychothérapeutes qui ne seront jamais. Je ne parle pas évidemment des psychologues, des psychothérapeutes qui le sont hein, dans leur formation de base, mais tous ceux qui veulent s'occuper de bien-être et outrepasser ce bien-être pour arriver à guérir et à soigner, je pense que ceux-là sont dangereux. Et donc, si j'ai un conseil à donner à des personnes qui veulent suivre des séances de sophrologie, renseignez-vous d'abord sur le sophrologue ou la sophrologue et aussi sur la formation qu'il a ou qu'elle a eue. Mettez de côté toutes les formations brèves, ça ne sert à rien, c'est du marketing, c'est du vent. Et prenez au moins quelqu'un qui a une formation longue, hein, sur 2 années minimum, je dirais. C'est vraiment important parce que pour intégrer la sophrologie, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Et là, je te rejoins, ce ne sont pas que des relaxations, même si on utilise des relaxations en permanence, mais ça va au-delà. Et donc, pour s'intégrer, ça ne peut pas s'intégrer en 2 mois, 3 mois, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, la contre-indication majeure serait le ou la sophrologue. Donc, soyons prudents quand on va faire une démarche dans ce domaine-là, de bien se renseigner et de voir dans quelle école cette personne a été formée ou peut-être déformée, oserais-je dire. Effectivement, avant ce fameux Covid, jamais je n'ai utilisé, je parle au niveau de l'école par exemple aussi, nous n'avons utilisé de visio parce que je vais même te dire que j'étais contre. J'étais contre par a priori, tu vois, comme quoi même on fait de la sophro, on a des a priori. J'étais franchement contre et puis finalement, pourquoi est-ce que j'étais contre? Est-ce que c'est parce que je ne connaissais pas bien le fonctionnement? J'en sais rien. Mais parce que pour moi, la sophro, ça doit se faire en présentiel, avec les personnes devant soi, etc., le partage, la rencontre. Et je maintiens ce que je dis là, je suis toujours d'accord. Par contre, là où j'ai commis une erreur, c'est d'être contre la visio, et les visios. Parce que, ça c'est le côté positif du Covid, oui, les visios nous ont apporté énormément de choses, mais je dois dire que là, je dois rendre hommage à Michael Dermians, que tu connais, qui est un spécialiste de visio et qui nous a sorti du pétrin total grâce à son expérience extraordinaire dans le domaine. Et
mais j'ai découvert quelque chose de fantastique parce que d'abord, ça fonctionne bien. Au niveau des formations, en tout cas, ça nous a vraiment dépanné parce qu'on aurait eu, par exemple, toute une deuxième année qui n'aurait jamais été terminée, et peut-être seulement maintenant. Donc, avec un an complet de parenthèse, donc c'est catastrophique dans le cadre d'une formation en sophro. On avait l'avantage d'avoir eu cette première année déjà en présentiel, donc c'était une chose. Par contre, nous n'avons pas commencé de première année l'année passée. Donc, on n'a pas commencé en visio avec une première année parce que nous n'avions jamais vu ces personnes. Donc, je suis déjà en train de mettre un petit bémol. Par contre, cette deuxième année s'est terminée de façon remarquable et ce qui est fantastique, c'est qu'on va les voir cette fois-ci dans 3 semaines en présentiel. On les a plus vus depuis 1 an et 2 mois. Donc, c'est assez impressionnant et on aura leur feedback à ce moment-là aussi, de voir comment, malgré tout, ils ont vécu ça, mais ils ont vécu jusqu'à leur certification et tout en visio. Donc, c'est un outil extraordinaire et qu'on va garder. Je vais expliquer après pourquoi et comment, parce que c'est un outil complémentaire fabuleux que j'ai personnellement découvert et probablement que sans cette Covid, je n'aurais jamais utilisé et en tout cas jamais prôné. Maintenant, je le prône, mais pas que, avec quand même des restrictions. Ça, c'est par rapport à la formation. Et donc là, je suis pour. Et c'est un complément vraiment intéressant. La preuve, c'est qu'entre 2 week-ends de formation, nous avons maintenant des visio-rencontres, on va appeler ça comme ça, intermédiaires, où on peut se poser des questions et partager. Donc, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, c'est quelque chose de neuf. Mais c'est très, très utile. Et voilà, comme quoi, une situation de crise, si on ne voit pas que le négatif qui nous vient en pleine figure, on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux, on le voit. Mais si on active les éléments positifs de cette situation qui nous a fait sortir de notre zone de confort, je pense qu'on est là dans l'activation du positif propre à la sophrologie. Alors, ça, c'est l'aspect formation, et je pense qu'il faut garder cet élément comme étant un élément complémentaire et éventuellement une roue de secours si jamais on devait retourner à un confinement éventuel, ce que personne ne souhaite évidemment. Mais ça ne remplacera jamais le présentiel. Ça, c'est mon point de vue. Par rapport aux séances individuelles, quand il s'agit de sportifs, là, je le fais en visio. Quand ce n'est pas faisable, pourquoi je le fais en visio? J'utilisais déjà les visios de temps en temps, mais c'était des cas particuliers. C'était avec des joueurs de tennis ou joueuses de tennis qui étaient à l'étranger et plutôt que de se parler au téléphone, faisaient une séance en visio. Ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce que je connaissais les personnes. Donc, je n'avais aucune crainte quant à la réaction éventuelle ou au vécu qui serait désagréable après la pratique, etc. Parce que ça sont des éléments importants que l'on ne peut pas maîtriser en visio ou très difficilement, ce qui n'est pas le cas en présentiel. Donc, quelqu'un que je ne connaîtrais pas ou qui ne me serait pas renseigné par quelqu'un qui la connaît bien et qui me dit non, il n'y a aucun problème avec lui, c'est Éric Dubin, pas de problème, ok, je voudrais bien faire une séance avec toi, sans problème. Mais quelqu'un que je ne connais pas, en visio, je serais extrêmement prudent parce qu'on ne connaît pas les réactions des personnes lors d'une sophronisation, voire après la sophronisation. Bien sûr. Alors, je l'accepte quand même quand il s'agit d'un sportif, parce qu'il vient pour son sport, pour la gestion de sa compète, mais je vais là tout doucement. Je vais très, très mollo dans l'évolution des pratiques, je vais vraiment à l'aise et en fonction des dialogues post-sophroniques, donc de ce qui est dit après la pratique, je vois si je peux avancer, mais je vais vraiment plus lentement qu'en présentiel de toute façon. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à maîtriser et on peut le faire si on a beaucoup d'expérience en présentiel. Sinon, c'est risqué. Je pense qu'il y a 10 ans, 20 ans, donc j'aurais déjà eu 20 ou 30 ans d'expérience, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. J'en sais rien. Mais parce que ça demande quand même beaucoup pour pouvoir retomber sur ses pieds quand même. Hein, c'est pas toujours facile et donc je pense qu'il faut de l'expérience. Quelqu'un qui vient de sortir de sophro qui commencerait ça peut être risqué, me semble-t-il. Oui, c'est une très bonne question aussi, mais ça, effectivement,
tout le travail qu'on peut avoir avec un sportif ou quelqu'un d'autre qui est blessé, mais ça, c'est mon côté kinésithérapeute qui ressort. Hein, c'est tout le côté rééducation. Et là, ben oui, justement, tu parlais d'Émeric Guyot tout à l'heure, on en parlait, ben effectivement, tout ce qui est imagerie motrice, répétition motrice, hein, dans l'accompagnement de la rééducation de kiné, dans l'accompagnement je dirais, du maintien des réseaux internes au niveau cérébral, de schémas tactiques, etc. Tout ça, c'est vraiment essentiel. Et aussi pour toute la reprogrammation de l'entraînement physique, hein, de ce que le joueur ou la joueuse ne peut pas réaliser, c'est vraiment très important. Ça, j'ai fait régulièrement, et notamment à la fédération, avec des joueurs qui étaient blessés. Et ce qu'ils disaient en général, non, c'est toujours, il faut accepter ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est la réalité? Ça, on n'en sait trop rien. Mais ils disaient en tout cas qu'ils reprenaient beaucoup plus rapidement leur niveau après avoir fait ce genre de travail, d'entraînement, que s'ils n'avaient rien fait. Et ça, je crois que c'est sûrement une réalité parce qu'il y a quand même aussi tout ce maintien du schéma corporel qui est là. Et dans le schéma corporel, il y a toute cette orientation spatiale qui est importante aussi. Et notamment, ce qui est important aussi, c'est par exemple dans les sports d'équipe, quand il y a un joueur qui est blessé, il peut toujours, malgré tout, intégrer au niveau cérébral, si on veut, ou entraîner les nouveaux schémas tactiques demandés par l'entraîneur, hein, ne fût-ce que par visualisation externe et interne, voire motrice, de quel est son rôle dans telle ou telle phase de jeu. Même chose par rapport à la conduite, etc. Donc, on peut très bien imaginer des situations de circulation. On peut très bien aussi créer des distracteurs en étant là comme accompagnateur et tout d'un coup voir comment il réagit dans son imagerie, etc. Et donc, c'est quand même toujours, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, se ramener le plus près possible de la situation réelle. On n'y est jamais, c'est pas possible. On ne peut pas y être à 100%, mais c'est quand même de s'en rapprocher le plus possible. Oui, je pense que le terme évocation, c'est un terme que nous utilisons beaucoup moins que chez vous. Pour moi, une évocation, mais c'est pour moi, hein, je parle ici pour moi ici et maintenant, c'est qu'une évocation, tu me donnes un mot, par exemple, tu me cites un mot, ça évoque quelque chose en moi. Donc, ça évoque le langage de mon cerveau, c'est l'image. Donc, effectivement, ça crée une image. Hein, et donc, tu me parles de voiture, j'ai une évocation de voiture, donc j'ai une image de voiture. Ça, c'est pour moi comme ça que je comprends le terme évocation dans le cadre qui nous intéresse. Hein. Les visualisations, pour moi, c'est plus précis. Ce n'est pas nécessairement un mot qui va évoquer quelque chose, c'est mon attention qui va être dirigée vers une image ou une série d'images, une succession d'images qui seront, par exemple, la visualisation externe de tout le trajet que je vais devoir faire, par exemple, hein, ou que j'ai envie de faire, me voir en train de conduire, de me voir de l'extérieur en train d'être au volant. Donc, pour moi, c'est plus une visualisation qu'une évocation simple. Une évocation, tu vois, pour moi, c'est un mot qui m'évoque ceci, par exemple, tu sors le mot horizon, ben, je vois l'horizon. C'est une évocation pour moi. Alors que visualisation, c'est plus, pour moi, précis et c'est plus intentionnel. J'ai une intention de voir ça ou de ressentir ça. C'est plus qu'une évocation. C'est vraiment un renforcement par l'imagerie, par la visualisation. L'évocation serait quelque chose, pour moi, de plus induit peut-être par l'extérieur ou par l'intérieur, extéro-induit, ça c'est possible, ou intéro-induit, mais c'est pas vraiment la même chose pour moi. C'est différent. Alors, l'imagerie motrice, c'est encore différent. C'est totalement différent. C'est là, je ressens les choses. Je vis les choses. Hein, et quand je dis je vis les choses, c'est à la fois corporel, mais aussi mental, entre guillemets, psychologique, si on veut aussi, hein, avec les pensées, les idées, etc. Donc, c'est plus qu'une simple évocation. C'est un vécu global en imagerie. Donc, ce terme évocation me parle moins, moi, par rapport à la sophro, en tout cas. Hein, c'est quelque chose qui me paraît, je dis bien, plus passif. Sauf si c'est moi-même qui utilise, par exemple, un mot. Hein, par exemple, je prends la sophro-respiration synchronique, je vais utiliser un mot comme le mot calme, pour prendre un terme tout à fait banal. Il évoque pour moi le calme. Donc, c'est une évocation, ça, pour moi. Mais c'est différent, selon moi.
l'évocation, l'imagerie, c'est un peu, je trouve, un peu une sorte de confusion. C'est ma perception, hein, j'insiste toujours. Et donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Par rapport à l'imagerie et aux visualisations, j'ai eu l'occasion de travailler avec un pilote qui préparait le Dakar, un type qui était très très bon et qui a fait régulièrement le top 20, voire même top 10, et qui devait rouler dans une voiture qui n'était pas prête. Et il allait vérifier l'avancement des travaux de sa voiture qui allait être presque la veille du départ du Dakar. Ça, c'était un truc incroyable, mais c'est comme ça. Ils avaient eu des soucis et c'était une voiture sérieuse. Je ne peux pas donner la marque, rien du tout. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je disais, chaque fois que tu vas là-bas, tu vas t'installer dans la voiture et tu t'appropries la voiture. Hein, tu la rentres dans ton schéma corporel, les sensations, hein, le volant, la position, etc. Et puis, éventuellement, tu fermes ou pas les yeux et tu vas t'imaginer dans différentes situations, dans le désert, etc., différentes sortes de pistes et les sensations que tu pourrais ressentir. Et donc, il a entraîné régulièrement cette prise de possession ou cet apprivoisement, on va dire, de son véhicule en ayant en imagerie, on pourrait dire en évocation pour utiliser le terme, du désert, etc. Mais c'est plus que ça pour moi. C'est vraiment sentir, vivre le plus possible cette situation, de nouveau, en imagerie. Et en fait, c'est ce que nous faisons en sophro-acceptation progressive. Nous ne voyons pas la situation, nous vivons la situation telle qu'elle pourra ou pourrait se présenter dans les grandes lignes. Ce n'est pas prédictif, mais c'est quelque chose qui nous met déjà, qui nous permet de répéter cette situation de manière anticipée, en laissant une place, bien sûr, aux imprévus. Si je laisse une place aux imprévus, les imprévus ne vont pas me déstabiliser. Alors, un jour, je disais ça à une sophrologue qui me dit « Oui, mais tu laisses une place aux imprévus, donc tu mets le verre dans la pomme. » Mais je dis « Pourquoi est-ce qu'un imprévu serait négatif ?» De nouveau, un a priori. Un imprévu, ça peut être très positif. Mais je dois m'y préparer aussi parce qu'un imprévu positif va me créer peut-être un stress, une émotion, que sais-je. Donc, je dois m'y préparer. Je peux me retrouver tout de suite en tête du rallye. Je ne l'avais pas prévu. Oui, tout à fait. Oui. Hein, donc, je pense que ça, c'est pour moi vraiment important de pouvoir se dire quand même qu'en sophro, on a cette fameuse sophro-acceptation progressive qui est pour moi une des techniques, si pas la technique maîtresse de la sophrologie, à part les relaxations dynamiques. Hein, ça, c'est encore autre chose. Mais dans les techniques, on va dire, de sophronisation, hein, ce qu'on appelle, je trouve, erronément statique, parce qu'elles ne sont pas nécessairement statiques. Moi, j'appelle ça sophronisation tout court. C'est tellement plus simple par comparaison à la relaxation dynamique de Caicedo. C'est tellement plus simple que de dire, comme dans le temps, ils appelaient ça des pratiques passives, ce qui n'est pas vrai, ou des pratiques statiques, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Donc, je préfère appeler ça simplement sophronisation. Donc voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à ça, mais ce n'est jamais que mon point de vue. Comme tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est ma vérité du moment, qui ne sera peut-être pas celle de demain, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Hein. C'est ma perception. Alors, je crois que les impacts, ils sont multiples et certainement, je pense, très positifs. Parce que déjà, par rapport on va dire, aux personnes qui viennent pour le permis de conduire et qui sont quand même stressées, il ne faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Mais le stress, pourquoi est-ce qu'on est souvent stressé? Parce qu'on a peur souvent de l'inconnu, de situations qu'on n'a pas encore vécues. Et c'est normal, c'est logique, parce que je n'ai pas encore vécu ça. Est-ce que je serais capable d'y arriver? Bref, il y a 36 sortes de choses qui peuvent nous venir à l'esprit. Et je pense qu'effectivement, à force de répéter ce genre de situation, mentalement, donc en imagerie externe et interne, etc., je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'habitude qui se crée, et donc, on va déjà vivre des situations dans la réalité que l'on connaît, même si on ne les a pas vécues dans la réalité. Mais donc, on est désensibilisé déjà à cette peur de l'inconnu, de cette peur de qu'est-ce qui va se passer. Mais je sais plus ou moins ce qui va se passer, puisque je me suis entraîné déjà à cette situation, grâce à notre pratique de sophro, à la SAP ou toute autre méthode de visualisation, et grâce surtout à la relaxation que l'on fait avant, parce qu'il faut quand même se rendre compte
que si on fait une sophronisation, c'est une relaxation, c'est rien d'autre, hein, c'est une relaxation, et dans cet état de détente, de relâchement, d'apaisement, hein, de l'activation du parasympathique, on en a parlé tout à l'heure, je vis cette situation qui pourra ou pourrait se réaliser dans le futur et qui se réalisera, peut-être pas comme je l'ai prévu ici, mais je la vis calmement, puisque une de mes capacités, justement, et ça, il ne faut jamais la négliger, c'est de pouvoir rester calme si je me suis entraîné avec la sophro. Ça fait partie de mes capacités, de mon potentiel, et donc, c'est rassurant d'une certaine manière. Parce que là aussi, il y a comme une espèce de réflexe qu'on peut auto-conditionner, que l'on met en place. Si je vis cette situation dans un vécu de détente, ben, il est probable que si je me mets en situation de détente avant de commencer la situation dans la réalité, je vais probablement avoir plus de chances de retrouver ce calme vécu en sophro-acceptation progressive dans la situation. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est que, OK, on fait souvent une sophro-acceptation progressive, on prépare la situation, OK, très bien. Certains, d'ailleurs, ne le vivent pas, cette situation. Ils appellent ça une futurisation positive, peu importe le nom qu'on y met. Mais je pense que si on n'utilise pas l'ancrage, relaxation qu'on a mis avant, juste avant la réalité, la situation réellement vécue, c'est un peu dommage, parce que là, on se prédispose, on retrouve les sensations que l'on aura probablement vécues en sophro-acceptation progressive. Et donc, de nouveau, ce lien n'est pas souvent fait entre les pratiques et l'intégration au quotidien. Et ça, c'est quand même l'objectif, pour moi en tout cas, un des objectifs essentiels de toute la démarche en sophro. Mais je pense que par rapport à la conduite en voiture, la personne peut s'imaginer des situations, même si elle ne les a pas réalisées dans la réalité, parce que qui n'a pas été en voiture avec quelqu'un qui prenait l'autoroute? Oui. On a tous connu ce moment de s'intégrer, en n'étant pas responsable, bien sûr, mais depuis tout petit, on a déjà été en voiture, et donc on a connu, on sait ce que c'est que s'introduire sur une autoroute. Donc les gens ont cette image déjà. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ils sont responsables de la conduite. Et ça, c'est un élément, à mon avis, qui est important. Mais la visualisation de comment arriver sur l'autoroute, à mon avis, tout le monde l'a connu. Depuis qu'on est petit, on l'a déjà vu, consciemment, moins consciemment, mais on a quand même tous fait attention pour voir si la voiture n'arrivait pas sur le côté gauche, etc. Donc, on a ça quand même dans notre mémoire. Donc, on peut réutiliser ça. On pourrait très bien partir d'une situation moins anxiogène, moins stressante, de dire, voilà, vous êtes passager d'Éric Gilbin qui conduit la voiture, hein, comment ça va se passer pour entrer sur l'autoroute? Ce n'est pas vous qui conduisez. Et donc, il y a un détachement par rapport au stress de la responsabilité de la conduite. Et donc, on peut faire une acceptation progressive aussi de la situation, qui n'est pas nécessairement une acceptation progressive par le temps, par la visualisation externe, interne, etc., mais non, par la situation tout court, hein, de voir simplement comment une voiture rentre sur l'autoroute, comment je vis cette entrée sur l'autoroute comme passager, à l'arrière, devant, et puis au poste de conduite. Et je pense que là, il y a encore, par exemple, une progressivité, une progression dans l'acceptation de la responsabilité que je vais avoir. C'est une piste parmi d'autres. Et je pense que dans tout, c'est comme ça. Dans toute activité, c'est de pouvoir utiliser des expériences antérieures et d'arriver progressivement à rentrer dans la situation, de la nouvelle situation que je suis en train de préparer, d'entraîner, etc. Mais ne négligeons pas les expériences vécues, même si a priori elles ne sautent pas aux yeux. On a des expériences vécues beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, et il suffit peut-être de les transposer progressivement vers l'objectif qui est de la vivre soi-même en toute responsabilité. Parce que c'est ça la différence. C'est que d'un côté, je ne suis pas responsable du tout, je suis observateur, et de l'autre côté, je suis entièrement responsable. Acteur. Exactement. Et donc, tu vois un petit peu la nuance que l'on peut apporter dans tout ce travail, mais c'est transposable. Et si je prends l'exemple de la voiture, de la conduite, mais c'est transposable dans toute autre situation. Bien sûr.
Je pense que de toute façon, c'est intéressant parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, à mon avis, c'est l'attitude sophrologique qui est quand même un élément essentiel dans l'accompagnement de l'entraînement mental, préparation mentale. C'est quand même une attitude d'ouverture. C'est une attitude où on va plutôt mettre l'accent sur les choses qui fonctionnent bien, plutôt que sur les choses qui ne vont pas trop bien. Hein, alors qu'on a une tendance naturelle à toujours aller sur les défauts et corriger les défauts, et on oublie d'activer ce qui fonctionne bien. Donc, l'attitude sophrologique, pour moi, elle est certainement très bénéfique par rapport à toutes les activités, d'ailleurs, pas uniquement à l'entraînement mental, mais cette attitude, elle est quand même essentielle pour arriver à cet esprit d'ouverture et d'activation du positif. Or, qu'est-ce qui est positif? Ce sont les capacités de la personne. C'est son potentiel de départ. Ça, c'est positif. C'est pas ce qui lui manque. Ça, c'est négatif. Ça, il n'a pas. Donc, on va aussi peut-être lui apporter des choses qu'il n'a pas. Mais on ne va pas se focaliser uniquement là-dessus. On va plutôt arroser les plantes qui poussent avant de vouloir en planter d'autres. Hein, je pense que c'est vraiment ça. Et donc, l'attitude sophrologique est certainement, pour moi, un plus par rapport à cet accompagnement de l'entraînement global du sportif. Et pas que l'entraînement mental. La question piège que je posais souvent à des entraîneurs, par exemple, de tennis, je me demandais combien de temps vous passez à entraîner les coups forts de votre joueur pendant 1 heure d'entraînement. C'était la question piège, parce qu'on les voit chercher, certains qui n'osent rien dire, et certains qui osent dire quand même 5 minutes, 10 minutes. Ben oui, ils sont tout le temps sur la correction du geste qui ne fonctionne pas. Et donc, on active finalement ce qui ne va pas. Alors que les coups forts, ben, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait encore peut-être renforcer. Il ne faut pas négliger le négatif. On est bien d'accord. On ne nie pas le négatif en sophrologie, hein, ça tu le sais, mais on va surtout mettre l'accent sur ce qui fonctionne et sur ce qui va bien. Donc, voilà, où puis-je gagner du temps sur un circuit, où puis-je gagner du temps? C'est ça qui m'intéresse, plutôt que de savoir où j'en perds. Que moi, je prétends toujours, c'est qu'on ne nie pas le négatif, on le met entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Parce que c'est très bien de dire je mets le négatif entre parenthèses. Eh bien, pour moi, c'est en tout cas d'avoir un élément positif, aborder peut-être ce qui est moins positif, on va dire le négatif, et puis terminer par un élément positif. Donc, il est entre parenthèses, entre 2 éléments positifs. Sinon, le négatif prend le dessus alors qu'il n'a probablement pas de raison d'être. Mais c'est notre éducation qui veut ça. Hein, quand on fait une erreur à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On te met ça en rouge. Hein, et le rouge, toi tu le connais mieux que moi, le feu rouge, c'est quoi? C'est stop. Au lieu de mettre ça en vert, corrige et continue. Hein, on est éduqué là-dedans. Et ça, je pense que notre attitude en sophrologie peut amener justement ce contre-pied un petit peu sans que ce soit des rêves, c'est pas ça du tout, mais changer un peu cette façon d'envisager les choses et d'une manière plus positive et certainement plus constructive en tout cas. C'est le contre-pied d'un conditionnement finalement. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un contre-pied d'un conditionnement qui est typiquement, je dirais, européen, occidental et surtout francophone. Hein. Je m'implique dedans aussi parce que je suis francophone. Hein, donc, on est fort là-dedans. Je sais en tout cas qu'il y a quelques années, maintenant je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi ça aurait changé, les athlètes américains qui vont aux Jeux olympiques, ils ont tous dans leur sac un training pour être sur le podium. Hein. Ils vont pour être sur le podium. Hein. C'est un peu différent. C'est très intéressant ça. Ben, écoute Eric, je te remercie beaucoup de cet entretien, cet échange qu'on a pu avoir ensemble, qui est vraiment très instructif et qui, je pense, va permettre d'éclairer un petit peu le questionnement des personnes qui ne connaissent pas encore bien la sophrologie, la préparation mentale. Donc, merci beaucoup pour ta participation et aussi pour tout ce que tu m'as apporté auparavant. Je ne saurais jamais être reconnaissant et je te le dirai jamais assez de tout ce que tu as fait par rapport à ce que j'ai pu mettre en place dans le cadre de mon activité chez Pop & Flow. J'aurais voulu aussi que tu puisses nous parler de ton actualité. Je sais qu'il y a quelque chose qui est prévu
à Bruxelles au mois de janvier, et aussi nous parler des différents sites où les personnes pourraient trouver des éléments de réponse éventuellement, ou si elles veulent creuser un petit peu plus sur les sites de l'école fondamentale. Je vais te laisser la parole. Mais écoute, merci beaucoup, Eric. C'est un plaisir toujours de partager avec toi. Ça, tu le sais, depuis que tu es venu sur Bruxelles, où on a pu discuter toute une journée. C'est un vrai plaisir. Je sais que tu participes beaucoup à nos visios, etc. Et que tu es un fervent supporter de l'école belge de sophrologie fondamentale et de relaxation. Et je t'en remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi et dans ton esprit d'ouverture aussi. Et ça, je t'en remercie beaucoup. Je te remercie de m'avoir invité. Ce que je voudrais quand même dire avant tout, c'est que tout ce que j'ai dit, c'est ma perception, c'est mon expérience vécue, c'est ma vérité du moment, mais ce n'est pas nécessairement la réalité, donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que j'ai dit. J'ouvre des pistes, je parle sans filtre, donc voilà, j'insiste là-dessus, donc j'ai un côté par rapport à ça authentique, mais ce n'est pas pour ça que c'est la réalité, ni la vérité absolue, sûrement pas. Donc ça, j'aimerais bien que vous l'ayez bien en tête, et tu le sais très bien, je dis carrément ce que je pense, mais voilà, ce n'est que ce que je pense ici et maintenant, et peut-être que dans 24 heures, je penserai autre chose. Merci de m'avoir proposé de parler des activités de l'école belge de sophrologie fondamentale et de relaxation. Vous pouvez aller sur le site si ça vous intéresse pour voir les multiples organisations qui se préparent, dont le 21 mai, entre autres, le 40e anniversaire de notre école, qui aura lieu, qui se fera à Louvain-la-Neuve en Belgique, bien sûr. Mais donc, vous aurez tous les renseignements sur le site. Et le 29 et 30 janvier, avec Michael Dermians, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, nous allons animer un module de spécialisation, mais il ne faut pas être sophrologue au départ, il faut simplement être intéressé par la sophro et par le sport, qui sera un module sophrologie et entraînement sportif. Ça, c'est une chose. Et aussi, vous pouvez consulter le site du Centre de formation des sophrologues professionnels de Normandie de chez Richard Esposito, où je vais animer, comme chaque année, sauf quand le Covid sévit, le 6, 7 et 8 mai 2022, un stage sur aussi sophrologie et entraînement sportif. Mais là, il faut être sophrologue, entre guillemets. C'est un stage de spécialisation. Donc, à Bruxelles, c'est ouvert à tout le monde. Et à Caen, puisqu'il aura lieu à Caen, c'est ouvert aux sophrologues, en tout cas, ou en dernière année de formation de sophrologie. Voilà, c'était à peu près ça que je voulais te dire. On remettra de toute façon toutes ces informations sous-titrées, bien entendu, dans cette vidéo. Tu peux aussi nous parler, parce que tu es aussi auteur d'un dernier ouvrage aussi. Oui, c'est vrai, dans ma présentation tout à l'heure, mais je pense qu'il ne fallait pas aller trop loin, je suis auteur aussi de plusieurs ouvrages. Et le dernier que j'ai coécrit, que j'ai écrit en collaboration avec le docteur Henri Beaune, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui est un neuropsychiatre, ancien professeur d'université, et qui a introduit la sophrologie en Belgique, ça il faut le savoir. Nous avons écrit ce livre aussi, effectivement, qui est, voilà, Sophrologie, comme par hasard, sportif. aux éditions Soteca. Et je fais d'autant plus facilement la publicité parce que nous ne touchons aucun droit d'auteur, donc je n'ai aucun bénéfice, puisque tous les bénéfices vont au GES, donc au groupe d'épistémologie de la sophrologie en France. Et donc, s'il y en a de plus en plus vendus, tant mieux, ça viendra effectivement directement au GES. Ceci dit, c'est un ouvrage qui reprend sur 580 pages, un peu mon expérience par rapport à l'entraînement sportif et avec quelques témoignages aussi de préparateurs, d'entraîneurs, etc., d'autres sports, voire de certains sportifs aussi. Voilà. Mais je te remercie encore beaucoup aussi de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir de partager cet après-midi avec toi et avec vous, parce que je ne vous connais pas, mais je sais que vous allez voir ce qu'on a dit. Et ce serait peut-être sympa d'avoir vos réactions aussi, vos remarques, vos critiques, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc, encore un grand merci pour ta participation. Bien entendu, il y a aussi d'autres ouvrages, mais j'imagine que sur le site de l'école fondamentale, on peut retrouver, Oui. ou même nous en France, sur le site de la FNAC, par exemple, pour les personnes qui voudraient acheter à distance.
Oui, mais je pense que celui-ci résume bien les autres aussi. Donc, franchement, je pense qu'il y a beaucoup là-dedans, et notamment beaucoup sur l'entraînement situationnel, sur l'inaction, la perception aussi. Enfin, c'est assez complet, grâce aussi à mon ami Henri Beaune, qui est quand même un personnage assez original, si je puis dire, dans le bon sens du terme, hein, donc hors du commun, on va dire. Voilà. Donc, oui, tu avais encore une petite chose à nous dire, peut-être, Non, excuse-moi. je pense que c'est, si ce n'est que je répète que c'était un plaisir d'avoir passé l'après-midi et que oui, si vous souhaitez qu'on fasse une visio ensemble pour un thème ou l'autre, pourquoi ne pas organiser quelque chose et même avec Michael, où nous sommes ouverts à tout et voilà, donc ouvert au… Tu peux donner mes coordonnées si quelqu'un souhaite aussi me contacter, c'est avec grand plaisir, donc voilà, ma motivation à moi, c'est vraiment le partage voilà, de ce que je peux partager, et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment ça. Alors, je te remercie beaucoup. Et alors, nous, en ce qui nous concerne pour chez Pop and Flow, donc nous, alors vous aurez aussi les coordonnées de l'entreprise à la fin de cette vidéo. On mettra aussi, j'imagine que vous êtes présent sur peut-être certains réseaux sociaux. Si c'est le cas, on les mettra aussi, on les affichera à la fin de la vidéo. OK, Les gens pourront vous contacter aussi directement si d'accord. besoin. On est sur Facebook, effectivement, oui. Voilà, sur Facebook entre autres. On en fera de même aussi pour Pop and Flow. Nous, en ce qui nous concerne, l'actualité, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, nous avons démarré donc cette année avec déjà beaucoup d'élèves qui ont essayé la solution avec ce grand sourire aujourd'hui parce que j'ai encore une élève qui a réussi son permis de conduire après avoir suivi l'accompagnement. Alors c'est l'exploitant qui m'a envoyé un mail tout à l'heure. Donc, je suis toujours content, quoi. C'est vraiment un plaisir. Comme à l'époque, quand j'étais enseignant de la conduite, de voir ces jeunes qui réussissent. Et puis finalement, c'est très bien en plus que le permis, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet soit d'aller dans une autre ville pour faire des études, soit aller travailler ailleurs pour ceux qui travaillent. C'est quand même quelque part un élément important dans une vie, le permis de conduire. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu continuer dans ce domaine-là, parce que j'y prends énormément de plaisir. Et donc, Pop and Flow donc, continue à accompagner les apprentis de la conduite, toujours en partenariat avec les auto-écoles, puisqu'on travaille toujours main dans la main. On travaille avec d'autres partenaires, des nouveaux, comme ceux qui proposent le passage du code de la route, l'examen du code de la route. Voilà, ce sont aussi pour certains de nos partenaires qui nous renvoient aussi des candidats et inversement. Donc, on est vraiment très heureux de travailler avec tous ces partenaires-là. Vous allez retrouver donc toutes nos coordonnées. Très bientôt, là, on est sur des concours, dont certains qui sont en lien avec la sécurité routière. Donc, on croise les doigts et l'objectif, c'est d'être connu et reconnu, ça serait bien par la suite, du travail qui est effectué par toute une équipe. Et aussi, je te remercie encore, Eric, j'insiste, mais ça m'a permis d'avoir toute cette ouverture aussi et ne pas me restreindre uniquement à un enseignement que j'avais eu. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire d'autres formations par la suite et de comprendre encore un peu plus les choses, de pousser un peu plus le curseur sur ces connaissances-là. Et j'imagine que ça a contribué aussi à ce qu'on a pu proposer à nos apprentis. Et je vous remercie encore une énième fois. Tu vas me faire rougir si ça continue. Eh bien, tant pis. Donc, merci beaucoup. Vous retrouverez donc toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter au besoin par les réseaux sociaux ou par mail, puisqu'on vous laissera aussi notre adresse. Merci beaucoup, Eric. Je te souhaite une bonne fin de journée et À toi aussi. au plaisir de refaire une vidéo ensemble, peut-être pour apporter aussi des compléments par rapport au retour que nous aurions eu de cette vidéo. Volontiers, moi je serais très intéressé avec Mickaël, bien entendu. OK, parfait. Merci beaucoup, Eric, et à très bientôt. À Et au très revoir à bientôt. tout le monde. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Salut, au revoir.